Bonjour Raoul Ruiz. Bonjour. Je vous laisse désannoncer cet extrait de musique que nous sommes en train d'écouter. Eh bien, puisque on parlait surtout des choses du passé, c'est une musique qui appartient à Thomas Lefebvre, un musicien chilien qui faisait partie des causeries dans un café appelé El Bosco, Bosch, Jerónimos, et où on parlait de tout et de rien pendant des nuits entières. Et voilà, lui, c'est un personnage qui a quelque chose à voir, en perspective, on peut le dire, avec tout ce que je fais et tout ce qu'ont fait d'autres gens de cette génération, dans différents domaines, en mathématiques, en physique, au cinéma, dans mon cas. C'est-à-dire une espèce, aujourd'hui on pourrait appeler même postmoderne. Là, c'était la réaction contre la dictature dodécaphonique. Vous voyez, la Terre est ronde, le Chili est un pays très lointain. Hélas, au Chili, il y avait deux fléaux, le dodécaphonisme dogmatique et le hitchcockisme dogmatique et le mécanicisme en sciences, en mathématiques et en physique. Voilà, c'est de ces trois fléaux, on a tâché de se libérer sans trop de succès, mais on a fait ce qu'on pouvait. Et donc dans vos causeries, dans ce café qui s'appelle El Bosco, vous essayez de refaire le monde et notamment donc de vous débarrasser de ces fléaux. On cherchait surtout à être un peu plus libre. Hein, ça veut dire quoi lui, si vous écoutez avec un peu d'attention, pour là, c'est trop peu. Et c'est c'est presque une exécution dans le sens des mises à mort. C'est très mal joué par l'Orchestre symphonique du Chili. Mais il y a une espèce de vitalité et un refus de la mauvaise rigueur. Et moi, au cinéma, c'était la même chose. C'est l'époque, figurez-vous, c'est les nouveaux cinémas latino-américains très influencés par et la nouvelle vague. Ça, c'est la bonne partie, parce que ça représentait un peu la liberté. Mais de l'autre côté, une espèce de dogmatisme, du néoréalisme qui ressemble étrangement à ce mouvement un peu idiot qu'on appelle dogma. Alors, toute notre génération a été pour donner le maximum des moyens à nos pratiques, qui soient en sciences, en sociologie, en anthropologie, en peinture, musique, parce que c'était quand même tout le monde était mélangé dans des tables. Il y avait un mélange d'intellectuels et de délinquants. Et parfois, il y avait des intellectuels délinquants aussi. Donc, voilà, ça me fait venir un peu, cette musique me fait venir cette époque, et avec laquelle je me sens encore plus que jamais très proche. Raoul Ruiz, vous avez deux photos de vous que je vous ai demandé de chercher, d'apporter. Vous voulez bien les regarder? Oui, la toute première est contemporaine de cette musique et ces discussions. Là, je dois avoir 22, 23 ans. Pas très différent d'autres. J'avais déjà fini ma 100e pièce de théâtre. Déjà et oui, j'avais déjà renoncé, un peu malade du fléau rambaldien. J'avais renoncé à la poésie, à tout ce qui était lié à l'art. Et je me suis dédié très vite, en me disant que le cinéma, n'étant pas un art, j'avais le droit de le pratiquer. Et donc, ça se voit dans la tête. Hein. C'est un jeune homme qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Même si on regarde la manière de mettre la cravate, c'est que déjà une provocation. À l'époque, il n'y avait pas de cravate. Cravate, cheveux courts, contre déjà les tout débuts des cheveux longs des hippies et des beatniks. C'est l'époque des beatniks. Mm-hmm. Vous étiez déjà un provocateur. Et au provocateur, en simulant d'être réactionnaire quelque part. Toujours compliqué avec vous. C'est une époque où j'étudie la théologie aussi, seulement pour découvrir que c'était pas très loin de ma théorie, la théorie que j'avais choisie, le marxisme, le léninisme.
Et alors, la deuxième photo qui est à côté, visiblement, il y a un grand changement. Mais là, je fais déjà 2 longs métrages. Je suis à mon 3e, mais c'est un grand changement. Je me suis marié et donc ça me force sans doute à me faire pousser des moustaches, à laisser les cheveux un tout petit peu plus longs et à regarder d'une manière, comme on dit, m'as-tu vu. Et voilà, la cravate n'a pas changé. Est toujours comme ça, mal faite, mal placée, volontairement, évidemment. Et il y a une ostentation de la chemise mal repassée. Et voilà, on regarde quelques traces de beuverie dans le visage. Mhm. Et un regard qui dit, oui, on dirait qu'on va casser la gueule à quelqu'un, mais j'ai jamais fait ça. Presque l'air d'un acteur de cinéma latino-américain. Tout à fait. Entre-temps, j'ai assumé le fait d'être latino-américain et donc je me suis mis à regarder des films latino-américains. Vous êtes mis à ressembler aux latino-américains, c'est ça? Je me suis résigné à être latino-américain. Dans cette photo-là, par contre, je suis de nulle part. Là, j'ai fait déjà mon premier film, mon tout premier film, qui est un film, on peut l'appeler surréel, enfin onirique. Donc, La Maleta. La Maleta, qui ressemble curieusement, après j'avais pas vu, mais j'ai vu après les tout premiers films de Polanski. Pardon de vous couper, je dis en 2 mots, parce que c'est peut-être le seul film dont on pourrait faire un vague résumé, et après, je le jure, je n'essaierai jamais plus de résumer vos films au cours de cette émission, mais celui-là, on pourrait dire, c'est l'histoire d'un type qui porte un autre type dans une valise. Et puis une valise énorme. Voilà, une valise énorme avec un type dedans. Oui. Et quand il est fatigué, il se met dans la valise et le deuxième prend le relais. Et oui, c'était un peu ça. C'est pas quand il est fatigué, de temps en temps, inexplicablement, il se change. Rien ne change et tout change. C'est drôle parce que vous parlez de ces films. Ce matin, j'étais en train de lire le livre de L'Écouteux, comment ça s'appelle, Claude, je crois, un anthropologue français, autour du thème du double, des faits du double et la tradition germanique nordique du double, où on parle exactement de ça. On a un double que c'est soi-même et qui est physique. C'est-à-dire c'est pas l'âme, c'est pas un double fantasmatique. Non, c'est physique, donc ça pèse. Et ce double, il est toujours près de vous. Parfois, il vous ouvre la porte. Si vous partez, par exemple, vous faites un voyage de 3 ou 4 ans, loin de chez vous, et les jours que vous rentrez, lui, il rentre quelques minutes avant, il ouvre la porte. Quand vous partez en voyage, il faut laisser la porte ouverte pour laisser le temps à ce double de partir avec vous, sans quoi vous serez orphelin. Mm-hmm. Là, j'étais surpris et d'un coup, je me rends compte en parlant avec vous qu'en fait, intuitivement, je faisais un peu ça. Raoul Ruiz, alors on va faire un pas en arrière par rapport aux photos qu'on vient de regarder et on va commencer par le commencement. Vous êtes né à Puerto Montt, oui, donc au Chili. Et alors, quel souvenir gardez-vous de cette enfance, de la ville où vous êtes né, et est-ce que vous y êtes retourné? Ah oui. Je suis même fils préféré. On m'a donné les clés de la ville. Citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur, non, ça s'appelle hijo ilustre. Oui, citoyen d'honneur, ça serait ça. Voilà. Donc je reviens quand je peux. J'ai de la famille. Mes cousines sont encore là. Pour être honnête, c'est vrai que il y a la fausse mémoire. Alors j'ai l'impression de voir plusieurs images, mais en fait, je crois que c'est l'odorat. C'est l'odeur des algues que je récupère. Chaque fois que j'y vais, ces algues uniques qui existent qu'au Chili, Cochayuyo. Luche, c'est un peu les noli japonais qu'on voit dans les restaurants japonais qui sont devenus ici populaires. Ça, c'est les luche, Cochayuyo et ulte. C'était la nourriture des Indiens, donc c'est des protéines. Mais quand ça pourrise avec le soleil, ça donne une odeur de iode extrêmement fort. C'est cette odeur qui me vient surtout. Et l'odeur attire des images, mais qui vient sans doute de plus tard. Qui sont superposées. Oui.
Raoul Ruiz, et à 5 ans et demi, votre famille s'installe dans la région de Valparaíso, dans un village plein d'exilés qui venaient d'Europe. Exactement. C'est pas à ce moment-là. Ils viennent depuis... il y a des gens, des expatriés, des émigrants, des colonisateurs. Les Anglais débarquent vers... c'est le début du capitalisme fort, donc vers la moitié du 19e siècle. Ils s'installent là. Les gens disaient, sont les seuls qui dansent convenablement les danses nationales chiliennes, les danses folkloriques. Et sont des gens commerçants. Il y a les premiers milliardaires chiliens, milliardaires au sens propre du terme, Santa Maria par exemple, Lopez. Et ces gens-là s'installent, ils créent des familles, et ils font une espèce de va-et-vient, il y a une circulation avec l'Angleterre. Derrière, ou à peu près en même temps, arrivent des gens qui échappent des famines, c'est surtout des Allemands. Les Allemands, le Chili pratique une politique très stricte d'émigration. On choisit les gens par leur métier. Et on cherche surtout des menuisiers catholiques. Donc ça veut dire des Bavarois, qui s'installent au Chili vers 1870, 1880. Et vers 1880, il y a quelques Français qui arrivent. Ce sont parfois des communards, souvent même. Ils s'installent vers le sud, qui ressemble beaucoup à la Bretagne. Et donc, le Chili, effectivement, il y a des gens un peu partout, et il y a surtout beaucoup de bateaux. Et votre père, d'ailleurs, à propos de bateaux, votre père était capitaine de la marine marchande? Oui, capitaine de la marine marchande. Il est de Chiloé, comme la plupart des gens. Et Chiloé, il y a, dans cet archipel au sud du Chili, il n'y a que 3 métiers possibles. Marin. Ah non, et c'est 4. Professeur et curé. Ou mari de maîtresse. Mari de maîtresse d'école. Maîtresse d'école. Et c'est curieux parce que ça existe beaucoup. Et je suppose que c'est d'origine, surtout, ça, c'est des mœurs d'Indiens. C'est l'homme s'occupe de la maison. Les frères de mon père faisaient ça. C'était mari de maîtresse d'école. Il s'occupait de la maison, de ses enfants. Il l'a fait très bien. Comme il avait du temps libre et des amis, il faisait aussi des affaires à la maison. Donc vous auriez pu, a priori, suivre une de ces voies, marin, voilà. Curé, mari de maîtresse. Je mélange, je crois que je suis les que 3 vous êtes 4. Tout ça à la fois. Oui. Raoul Ruiz, de votre père, vous dites un père bordélique, qui vous offre un projecteur de cinéma et qui vous amène un voyage avec lui sur son bateau. Mais bordélique, pourquoi? Bordélique, mais il était un capitaine du bateau de la vieille école. Ça existe encore maintenant, quelques-uns. Maintenant, tout le monde se guide par satellite. Non? Donc, ils savent où les mauvais temps. À l'époque, on ne les savait pas. Quand je dis à l'époque, c'est même pendant l'invention du radar. C'était déjà, dans l'argot des matelots, on dit quelqu'un qui sait regarder les visages de la mer. On dit la mer a un mauvais visage, elle me regarde de travers, il faut changer les caps. Et il était capable de ça, mais c'est l'époque d'or pour son métier, pour le Chili aussi, parce que c'est la guerre. La guerre, c'est la pauvreté en Europe. Et alors l'Europe fait tout ce qu'il peut pour produire de la technique, mais a besoin des matières premières. Alors lui, il a amené les matières premières, ses bateaux. Et puis, il retournait avec des wagons de train, des voitures, des machines agricoles, c'est ça. Il a fait ça, et c'est pendant ses voyages, 1954, que je me suis rendu en Europe pour la première fois. Avec lui, donc, sur son bateau? Avec lui, oui. Et quel souvenir vous gardez de ces... Voilà, ça devait être... Je passais mon temps à être puni, je ne pouvais pas sortir du bateau, parce que c'est toujours quelque chose de mauvais, donc... On avait toujours des relations un peu conflictuelles, comme tous les enfants avec leur père. N'empêche qu'il m'a produit mon premier film avec ma mère et quelques copains.
Trois tristes tigres, ce film qui a eu les prix à Locarno, Oui, c'est eux qui l'ont produit, sans quoi j'aurais jamais pu faire des films. Donc c'est quand même lui qui vous a donné un projecteur. Est-ce que c'est lui qui vous a donné aussi une petite caméra 8 Ah oui, mm? mon premier western, je l'ai fait avec sa caméra. Avec un coussin. Et voilà ce que j'ai lu. Enfant, il, c'est-à-dire vous, écrit des poèmes, filme sa famille à 8 mm. J'avais écrit des Ça poèmes. fait penser à La Comédie de l'Innocence, votre film où on voit cet enfant avec sa petite caméra. Moi je suis plus proche de... Comme autoportrait, ça serait plutôt Les Domaines perdus. C'est quelqu'un qui s'ennuie en Provence, un petit village. Il y avait pourtant le cinéma presque tous les après-midi. Mais à l'époque, dans les petits villages, il y avait les cinémas. Là, c'était un petit village de 12 000 habitants et il y avait 2 salles de cinéma, tous les jours évidemment. Et maintenant, c'est une ville qui, l'ensemble, cette ville et tous les villes à côté qui font maintenant une seule ville, ça fait presque c'est pas loin d'1 million d'habitants. Et il y a toujours 2 salles de cinéma. Il n'y a pas de cinéma. Pas du tout, plus du tout. Non, il y a 2 églises brésiliennes qui ont acheté le salle de cinéma et où on parle de Christ. Et est-ce que vous vous souvenez des films qui étaient projetés dans ces salles, oui, ces 2 salles? Et il y avait la salle du cinéma, ça s'appelait Carrera, en cinéma. C'était des films majoritairement américains, les meilleurs. Je me rappelle des films j'ai vu presque tous les films de l'époque de Howard Hawks, et John Huston, et John Ford, parlons pas. John Ford est vu par tout le monde, dans des salles pleines. Et l'autre salle, par contre, c'était pour les plus... Les autres salles passaient soit des mélodrames mexicains, soit des films européens. Et c'était les tout premiers films du néoréalisme. Il y avait les premiers films japonais aussi. Rashomon, je l'ai vu là, par exemple. J'ai vu au Théâtre Carrera, le cinéma Carrera, j'ai vu des films français comme les Cocteau, La Belle et la Bête. J'avais des très mauvais Kayat, qu'on trouvait déjà mauvais. Je devais avoir 8-9 ans, je les trouvais déjà mauvais. Et des films assez atypiques. Enfin, j'ai eu la chance. J'avais une bonne formation qui envirait, n'importe quel étudiant de la famille serait jalouse d'avoir la formation que j'ai eue, surtout que cette formation, ces films, je les ai vus avant l'âge de 10 ans. Et c'est quand il faut les voir, parce que ça forme tous les automatismes cinématographiques inconscients. Ça imprègne la mémoire cinématographique. Oui. Dis-moi, et il y avait la radio aussi, des feuilletons notamment. La radio, c'était la culture. À la radio, j'ai appris tout, culture italienne. Et, évidemment, Pirandello, mais Ugo Betti. Oui. Et des lits d'un l'île de Chèvres. Oui. J'ai entendu à la radio. Évidemment, Ibsen, tout le temps. Et c'est drôle quand on pense à la radio aujourd'hui dans mon pays, là. Ça, c'est presque impensable. Et peu de Shakespeare, mais quelques classiques espagnols. Mais c'est Ibsen qui attirait beaucoup les gens. Je me souviens je pourrais dire Rose Merholm, Maison des poupées, une bonne dizaine d'Ibsen. Et c'est à ce moment-là que vous avez eu vaguement une vocation, un désir de oui, c'était peut-être à cause de devenir cinéaste. Oui, parce qu'il faut penser que c'est un petit village. La radio faisait rêver beaucoup plus. Le cinéma, c'était du concret. C'était du concret dans les sens. Les images sont là, on ne pourra jamais faire ça. La radio, c'est la voix en espagnol. Et puis, il y avait les films à la radio. Des adaptations de films. Et ça s'appelait Cinéma chez vous. Et on faisait des adaptations. Évidemment, les gens ne pouvaient pas faire l'adaptation. Donc, ils inventaient les films qu'on allait voir et qui étaient assez différents. C'est peut-être exactement ce que font les auditeurs quand ils écoutent un extrait de cinéma. That's new. I knew it would happen. Was it? Nuns. Nuns? Nuns? But they said they were friends of my father. But
Maybe your father could be a thug too. I doubt it. All the more reason. And you? Me? I'm not a thug. I am a writer. But there's nothing there. You haven't written anything down. Yeah. I know. It's a shame, isn't it? What are you waiting for? I am waiting. I am waiting for you. Maintenant, je peux revoir le déroulement irréel des funérailles de l'aveugle. Enfin nettoyé de ces points d'interrogation qui ponctuaient le rite de la mort et qui m'ont hanté pendant des années. Je peux les voir dans toute leur banalité et j'arrive à me faire une idée de l'étrange cruauté de ce temps-là. Je crois même que je peux affronter la dernière image de mon père encore vivant. Maintenant, elle me fait rire. Voilà, Raoul Ruiz, c'est un extrait de votre film L'île au trésor et on attendait la voix off de Jean-Pierre Léaud. Oui. Et Stevenson, est-ce que c'était une lecture de ces années-là? Tout à fait, oui. Stevenson, plus encore, c'était une lecture dans les revues d'enfants. El Peneca, c'était une revue qu'on achetait, je crois bien, tous les samedis, mardis, enfin, je me souviens plus, mais où il y avait plusieurs revues d'enfants. Stevenson, c'était là, L'île au trésor, évidemment, avec des illustrations extrêmement belles, hein, un nommé Coré, un illustrateur, et très, très à la manière de, justement, de Hieronymus Bosch. Raoul Ruiz, de ce film, L'île au trésor, vous dites que ça pourrait être presque une bande-annonce de tout votre cinéma. J'ai lu ça. Vous l'avez dit. Oh, j'aurais dit ça plutôt des Trois courants du Matelhomme, effectivement, ce qui est vrai, c'est que ce film a un côté bande-annonce du début jusqu'à la fin. Bande-annonce dans le sens qu'il est resserré, on passe d'une chose à l'autre, et qu'il est un peu erratique. C'est une rêverie, en quelque sorte, qui présuppose évidemment la lecture de L'île au trésor, mais qui n'a pas lu L'île au trésor? Et alors, parmi ces lectures, Raoul Ruiz, à côté de Stevenson, qui y avait encore? Quels autres auteurs vous lisiez à ce moment-là? Mais les auteurs qui étaient obligatoires à l'école des curés, français d'ailleurs. C'est à ce moment-là que vous avez appris le français? Justement non, parce que l'école génère la résistance, donc non, mais un peu oui, parce que ça fait partie des cours. Des obligations. Et non, c'était Chesterton, curieusement, qu'on nous recommandait. Chesterton. Stevenson, non, mais bon, ça allait... Mais les paradoxes de Chesterton devaient vous plaire, oui. déjà, à l'époque? Oui, c'est curieux, parce qu'on nous recommandait un livre que Chesterton a écrit quand il n'était pas encore catholique, le nommé Jeudi. Et puis, évidemment, le père Brown, Father Brown. Et c'est curieux, parce qu'en école française, on recommandait des livres anglais. Il avait un curé, il faut dire phalangiste, fasciste, mais avec un très bon goût, qui disait, attention, le catholicisme anglais est meilleur que le catholicisme français et espagnol. Pourquoi? Parce qu'il est solaire, il est lumineux, il est drôle. Le catholicisme français est sinistre, il est borné, il est pessimiste et finalement plus athée que l'athéisme français que je trouve, disait-il, plus proche du catholicisme que le catholicisme français. Enfin, il parlait de Bernanos, je crois, surtout. Raoul Ruiz, vous entreprenez des études de droit. Enfin, vous allez peut-être sans doute jusqu'au bout de ces études de droit. Non, pas jusqu'au bout, non, troisième année. Troisième année. Non, j'avais une raison tout à fait bête, c'est que l'école était en face de chez moi. C'est une raison pour choisir... Oui, 10 minutes et j'étais à l'école. Et alors, est-ce que l'école de théologie était aussi à 10 minutes? Parce que, non, ça c'est des provocations encore. C'est une manière de... puisque je me suis jamais senti catholique, et encore je ne le suis pas. Mais ces côtés bricolage des croyances que la religion catholique est quand même fascinant. Alors je me laissais aller par toutes ces histoires. Je continue d'ailleurs. Là, récemment, je suis
quand même étonné de la quantité d'opérations de l'esprit qu'il faut pour passer de ce qu'on appelle la grande prostituée des religions orientales, de l'ésotérisme, si on veut. On appelle l'ésotérisme n'importe quoi, mais bon, appelons comme ça. Et pour passer à Sophia, et de Sophia par un moyen de crucifixion que je n'ai pas encore compris. Je cite mes sources, c'est Noeto. Il devient, d'une manière inattendue, le Saint-Esprit. Alors, pour tous ces jeux, je défie les religions comme les Mayas, les Aztèques à faire quelque chose d'aussi compliqué. Ça, c'est du baroque et ça fait plaisir, comme opération extravagante. Alors, le baroque, le mot est prononcé, on vous définit souvent, et puis vous-même, vous ne refusez pas ce terme de baroque, de cinéaste baroque. Et je pensais, à propos des lectures, à quelqu'un que vous avez lu sans doute, je ne sais pas à quel moment, qui est Baltasar Gracián, le jésuite espagnol Baltasar Gracián, XVIIe siècle, l'auteur de El Criticón, etc. Et voilà, je retrouvais, il se trouve que j'avais ces livres sous la main ce matin, et j'ai trouvé cette phrase de Baltasar Gracián: « L'uniformité limite, la variété élargie. Elle est d'autant plus sublime qu'elle multiplie en plus grand nombre de nobles perfections. Il y a moins d'astres pour briller au ciel, moins de fleurs pour émailler les prés, que de variété de figures d'esprit dans une féconde intelligence. » Oh là là. Ça doit vous plaire, cette... Comment est-ce qu'il l'a fait en espagnol? Parce que vous savez, en espagnol, il comprime. Il fait c'est c'est du surgelé quelque part, c'est-à-dire c'est des produits d'autre mer qu'on met dans les... Sous vide. Oui, et voilà. Alors comment c'est parce que... Par exemple, pour dire quelque chose qui est bref et mieux, il dit « Lo bueno si breve, dos veces bueno ». Et sa rhétorique, à force de comprimer, rend tout ambigu. Non, mais j'aime beaucoup Gracián, et c'est lui qui invente ce que j'aime bien, comment s'appelle ça, il appelle je le disais littéralement, paradoxes de repugnancia, paradoxe et répugnant, c'est-à-dire qu'ils font mal au cœur. Qu'un paradoxe puisse faire mal au cœur, c'est quand même déjà un trouvaille. Hein. Et il cite, je crois bien, Son Thérèse, « Y tan alta vida espero que muero porque no muero ». J'attends un vicio si élevé que je meurs de ne pas mourir. Voilà, ça serait un paradoxe qui fait mal au cœur. Raoul Ruiz, on vous retrouve en 1960, donc l'époque de l'université, je suppose, à Santiago, dans le ciné-club de l'université. Alors, quels étaient les débats des cinéphiles de Santiago et quelle était votre position dans ces débats? Moi, j'écoutais. Moi, je parlais peu, j'étais un peu perplexe. Je n'étais pas complètement dedans le cinéma, j'étais en plein dedans, je travaillais, je faisais essentiellement du théâtre. J'écrivais des pièces de théâtre, j'étais suffisamment considéré, mes pièces étaient représentées. Mais au cinéma, j'étais surpris parce que je n'aurais jamais pensé que le cinéma deviendrait ma carrière. J'avais, 1960, j'avais 19 ans. Et ça signe du temps à l'époque qu'il y avait des bourses qu'on donnait à des jeunes écrivains, ou pas jeunes du tout même. Moi j'étais le plus jeune, j'avais 19, mais il y avait des écrivains de 46, 40, 38. Et alors pendant une année, on pouvait se consacrer à écrire avec un salaire. Il y avait une énorme liberté, rien à faire. Et vous avez écrit? Et oui, il faudrait que j'avais écrit beaucoup avant. Dès qu'on m'a payé pour écrire, C'était fini. J'écrivais parfois une pièce par jour. Une pièce de 20 pages, pas plus, mais une pièce quand même. Et puis après, j'ai écrit pendant toute l'année où j'étais payé, j'écris 4.
ce qui était très peu, si on pense, avant. À la production précédente. Oui, et ça a été le cas des autres. Ils ont été tellement étonnés d'être payés pour faire ce qu'ils aimaient qu'ils ont arrêté de le faire. Et au cinéma, c'est l'époque, la grande époque de la nouvelle vague. Et il faut dire que la France et l'Europe s'étaient dotées des compagnies de distribution qui faisaient que les films passaient dans les salles, des grandes salles. C'est-à-dire à bout de souffle, par exemple, passer avec un public où il y avait 300, 400, 800 personnes parfois. Et là, j'ai vu les tout premiers films de la nouvelle vague, mais évidemment, ça c'est Santiago, donc, mais il faut dire, tout ça est possible parce qu'avant, on avait vu tous les bons films de Hollywood. Donc, la nouvelle vague apportait quelque chose de complètement différent, mais qui faisait référence. Aujourd'hui, une nouvelle vague qui arrive de nulle part, on ne se fait à rien parce que on n'a pas cette culture des films, des bons films américains. On a une culture aujourd'hui, on a une culture des très mauvais films américains, qui sont la plupart, il faut le dire. Et donc, les grands débats, c'est quoi? Il y a des très pointus, comme dire, il y a deux têtes, par exemple en Italie, qui sont De Sica, Rossellini. Alors, il y avait des partisans de Rossellini et De Sica. On disait, bon, De Sica, Rossellini est analytique, De Sica est synthétique. Ça ne veut rien dire. Bon, De Sica crée une image forte, Umberto D, et il développe toute son histoire autour de ça, où il tête. Et Rossellini, on ne sait jamais où il va. Il y a un côté erratique on dirait de Gustav Mahler, si on parle de musique. Il va par là, il commence à ouvrir, et puis il ne sait pas comment il faut finir. D'un coup, abruptement, il finit le film, c'est terminé. Et puis, évidemment, il est très décousu, mais ce côté décousu a un charme et provoque une émotion qui est propre à ces films, parce qu'il donne une espèce de aperture de l'air. Donc voilà, on discutait de ça. Et les grands méchants étaient Eisenstein, à cause de l'antipathie qui générait les partis communistes avec ces dictats abrupts et péremptoires à l'époque. Et il était déjà comme ça, il était toujours un peu comme ça, et avec en même temps l'intérêt qu'il portait à la culture. Alors, Eisenstein, détesté. Impensable, détesté. Et Hitchcock, il avait les Hitchcockiens, acceptables d'un côté, et pour moi, et pour un groupe, après il y avait des bifurcations, il fallait choisir entre Otto Preminger et Orson Welles. Et Kurosawa, mauvais, et Mizoguchi, bien. Voilà. Et ça, c'était très binaire. Comme ça. Oui, très binaire. Raoul Ruiz, oui, pardon. Oui, Buñuel, très mauvais, curieusement. Détesté de tous. De vous aussi? Moi, je n'avais pas vu trop, et ça Buñuel, ça ce qui m'intéressait, c'était ce film commercial. J'ai vu la Subida al cielo, la montée au ciel, je crois. Je ne sais pas comment a été traduit. Et c'est un film qui commence comme un film mexicain, ce qu'on appelait à l'époque, d'une manière assez classiste, film de boniche. Parce qu'il n'y avait que les femmes de ménage qui allaient voir ce film parce que c'était en espagnol et donc parce que quand c'était sous-titré, ils n'avaient pas le temps de le lire, ou ils ne savaient pas lire. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais ça parle comme n'importe quel film mexicain. C'était avec, en plus, il y a un spectacle de mambo avec comment ça s'appelle, la comédienne la plus sexy du Mexique, Lilia Prado, voilà. Et d'un coup, ça commence à dériver et on ne sait pas où on va. Donc, tout se passe dans un bus, et voilà, donc les bus tombent en panne, et puis les gens sont dans une espèce de cocktail, mais dans la moitié d'une espèce de fleuve, il y a un enterrement qui passe, il y a tous les éléments d'un film de Buñuel, mais à l'intérieur de ça m'a beaucoup intéressé, mais j'étais seul, hein. Les vrais cinéphiles détestaient Buñuel. Raoul Ruiz, en 70, Salvador Allende est élu président du Chili. Oui, contre tout espoir. Contre tout espoir. Il a pris tout le monde de court. et il fait appel à vous comme conseiller pour le cinéma. Alors, c'est pas vraiment comme ça. C'est pas comme ça? Non.
Vous n'étiez pas un artiste militant à l'époque? Oui, bien sûr. Et il a même aidé beaucoup la sortie des Trois Tristes Tigres. Ah non, ça c'est un aspect. Mais le Chili est un pays qui n'est pas si petit que ça. Et c'est extrêmement bordélique et baroque, quelque part. Donc les choses se sont passées un peu d'une manière très confuse. C'est que l'extrême gauche à l'intérieur du Parti socialiste, quand Allende a pris les pouvoirs, lui il était un modéré, l'extrême gauche prend dans les partis les pouvoirs et on me donne un poste qui est un vrai cadeau empoisonné, qui est de responsable du parti dans les affaires culturelles, cinématographiques en non, particulier. Non, parce que c'était, je vous dis, il faut se mettre à l'époque, la situation de l'époque. Moi, j'étais radio, télévision, cinéma. Et tout ce qui en va, c'est-à-dire, moi, je devais m'occuper de les projectionnistes, par exemple, des problèmes. Très matériels. J'ai passé mon temps à discuter avec différents syndicats, des gens qui disaient, mais cette révolution ne vaut rien, paf, mais j'étais les carnets du parti. Bon, ça m'a beaucoup rappelé la situation que j'ai vécue plus tard au Havre. Quand vous avez été directeur de oui, où finalement on s'occupe des questions des parkings plutôt que des cultures. Raoul Ruiz, en 73, après le coup d'État du 11 septembre 73, vous quittez le Chili et vous choisissez, vous venez en Europe, vous choisissez Paris d'emblée? Non, c'est Paris qui m'a choisi, c'est-à-dire que je suis resté à Paris sans argent. Moi, je me disais, Paris, c'est trop difficile, il y a trop de gens, il y a trop de culture, trop de talent, trop de choses, trop de concurrence, donc. Mais je suis resté sans argent, je me suis mis à faire des projets. Et c'était curieux, là, j'ai appris combien c'est vrai ce que disait Ezra Pound sur Paris. C'est la meilleure tour de contrôle du monde. Il mettait le monde de la culture comme un aéroport. Alors il est à la tour de contrôle qui dit celui départ, l'autre atterrit. Et c'était sa métaphore. Et parce que j'étais à Paris depuis, je sais pas, 3-4 mois. J'avais un appartement assez délabré, avec des amis. Et puis, un jour, Michel Simon arrive, je regarde, et puis Pascal Bonix, et puis Narboni, et puis des gens. Et d'un coup, cet appartement est devenu une espèce de salon. Et alors, nous, on mangeait que des boîtes, boîtes de sardines, boîtes de conserve, quoi, avec du Préfontaine. Les pires vents possibles. Et d'un coup, c'est devenu une espèce de salon. Là, j'ai compris que à Paris, il n'y avait pas... C'était pas les subventions, c'était pas l'argent, c'était pas l'État. C'était une espèce d'esprit de salon qui devait venir de très loin, qui vient de... Maintenant, plus ou moins, je crois savoir comment ça fonctionne. Je commence à comprendre la physiologie de tout ça, mais j'étais admiratif de ça. Mais vous vous sentiez un décalage par rapport à ce milieu intellectuel? Un décalage positif, parce que j'avais que toutes mes références intellectuelles, et personne ne les connaissait ici. J'ai dit, c'est Max Scheler, personne, même aujourd'hui, je crois, personne n'a jamais entendu parler. Or, les schémas... Son idée de la culture comme schéma mobile, par exemple, est applicable plus que jamais aujourd'hui. Bon, je parlais de Wim Wenders, que j'avais vu au Chili, personne ne l'avait vu en France. Je parlais de Schröter, je connaissais, il faisait un peu la fine bouche. Voilà. D'un coup, il y avait une espèce de complémentarité qui se produisait. On me faisait lire des gens que j'ignorais, comme Baudrillard, Deleuze, je sais pas. Et ça crée une espèce de... D'un coup, c'est devenu très positif. Et la question d'argent, ou de faire ou ne pas faire des films, est devenue presque secondaire. Raoul Ruiz, c'est à ce moment-là que vous rencontrez Pierre Klossowski? Oui, c'est curieux, parce que justement, je devais rencontrer Michel Simon dans la librairie. Il m'a dit, bon, on se donnera rendez-vous dans la Une. Je dis, c'est quoi la Une? Je dis, mais comment, tu connais pas la Une? Je dis, non, jamais entendu. La Une, ça s'écrit comme la Une, UN. Non, c'est H. Bon. Je me suis rendu, mais je me suis trompé de semaine, hein, c'est signe de temps. Et pendant que je l'attendais, il n'est pas venu, parce qu'il était venu une semaine avant. Et j'ai trouvé Klossowski. J'avais entendu parler de Klossowski par deux personnes, par Deleuze, dans Logique du sens, je crois, que j'avais lu à Panama.
et qui m'avait déplu. Je m'avais déplu pour des raisons que j'oublie. J'aurais lu les livres, je les trouvais plutôt bien. Et puis j'avais lu au Chili d'autres choses, mais feuilleté comme ça, pas vraiment lu. Et là, comme j'attendais, j'ai lu presque complètement La vocation suspendue. Que vous avez adapté au cinéma en 77. Oui, mais il faut savoir combien de coïncidences il faut pour faire ça. En sortant de la Une, il y avait mon film Dialogue d'exilé qui passait au Marais, Cinéma des Marais, l'actuel Latina. Et là, je rencontre un surréaliste tardif, dont j'oublie le nom maintenant, qui avait un nom juif, il avait fait les sous-titrages. Il appartenait à cette revue Medium, une des dernières revues surréalistes. Et je lui ai dit, mais j'ai trouvé un livre extraordinaire. Si je fais un film un jour en France, j'aimerais bien le faire sur ce livre. Il m'a dit, ah bon, c'est quoi? Il m'a dit, Klosowski, il m'a dit, je dîne ce soir avec lui. Alors, on pourrait croire, mais il a dîné ce soir et plus jamais. Ça, c'est les hasards complets. Une rencontre ponctuelle. Pas... Alors, après, il m'a dit, Klosowski, qui est un homme assez timide, dit que si tu veux, tu peux venir prendre l'été jeudi prochain. Alors, j'arrive. Vous ne vous êtes pas trompé de semaine cette fois-ci? Vous ne vous êtes pas trompé de semaine? Là, je ne me suis pas trompé. Et puis, alors, il m'a dit, mais je vous accorde tout. Il m'a fait une lettre. Il m'a dit, je trouve tellement extravagant de vouloir adapter un livre comme le mien, comme celui-là. Et puis, les mots de Klosowski j'avais déjà présenté des projets à l'INA. Et là, d'un coup, ça a ouvert un peu les portes. C'était l'époque les services de la recherche venaient de fermer. Et il avait l'INA qui était un peu service de la recherche, un peu autre chose. C'est-à-dire on faisait des films difficiles, mais avec des moyens semi-industriels. Pas une caméra de techniciens, mais vraiment 40 personnes. Mais c'était des films où on cherchait à faire quelque chose de vraiment à contre-courant. Aujourd'hui, je n'aurais pas pu faire ça. Raoul Ruiz, en 78, vous tournez l'hypothèse du tableau volé, qui est une adaptation de Le Baphomet de Klosowski, qui est un film troublant parmi tous vos films troublants, étonnants. C'est un film mythique pour tous les cinéphiles. Et ce film, vous le tournez en une semaine. 8 jours, c'est une semaine et 2 jours, parce que c'est 5 et 3, donc une semaine et demie maintenant. Oui, 8 jours. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que naît votre réputation de cinéaste qui tourne plus vite que son ombre? Pas vraiment, parce que tout d'abord, je ne tourne pas vite. Je prépare dans ma tête, et justement, je parlais Max Scheller, les schémas mobiles, interchangeables, je prépare une dizaine de films possibles. Et selon comment les choses se passent, je passe de l'un à l'autre. Et ça, je l'ai pratiqué depuis le Chili, parce qu'au Chili, vraiment, là, si on peut tourner un film au Chili, on peut le tourner en Albanie, n'importe où. Et en Albanie, à l'époque d'Enver Hoxha. Et parce qu'au Chili, il faut faire des compromis avec pas seulement l'argent, c'est le moins compliqué, mais chacun a son film en tête. C'est la guerre civile permanente. C'est la révolution permanente. Et là, en France, il y a une espèce de discipline. Et donc, les films étaient prévus en 3 semaines, je crois. J'ai vu venir une grève et je l'ai comprimé, je l'ai fait en 1 semaine. C'est qui a fait gagner les films. C'est devenu beaucoup plus resserré. Ah oui. Raoul Ruiz, je faisais allusion tout à l'heure à votre filmographie impressionnante. Plus de 100 films. Enfin, peut-être qu'on est bien au-delà. Oui, c'est ça. Et alors, comment voyez-vous cette constellation que dessinent tous vos films? Je me rappelle d'un texte des années 70, un texte de vous paru dans les cahiers, Les objets dans le cinéma, je crois que c'était le titre, où vous plaidez pour des films dont tous les éléments seraient reliés entre eux. Alors, est-ce que vos films sont aussi reliés entre eux, malgré leur diversité? Voilà. Est-ce que cette façon très disparate d'aborder tel ou tel récit ne finit pas quand même par dessiner une constellation, même un système solaire qui serait le vôtre, qui serait le système solaire de Raoul Ruiz? Il faut dire que
si on relit les films avec une espèce de progression dans mes théories, vous savez parler d'un texte qui est très peu connu, hein, bravo, parce que s'il y a 20 personnes qui l'ont lu, c'est beaucoup. Et dans ces textes, il y a déjà toutes les choses que j'ai travaillées en ce moment, pas dans la poétique du cinéma, mais dans la nouvelle que je suis en train de terminer maintenant, c'est-à-dire en cherchant à créer les maximums, ouvrir le maximum de possibilités pour le cinéma. Il faudrait que maintenant, c'est très facile à faire parce que tous les producteurs, tous les décideurs, tous les gens qui interviennent dans la politique cinématographique se bornent à une seule chose, se concentrent à limiter les cinémas, à les réduire au minimum, à les rendre les plus, mettons, décaféinés possibles. Qui veut ouvrir? Il y a très peu qui veulent ouvrir les possibilités. Alors pour ouvrir, il faut ouvrir théoriquement. Hein. Je me cite à moi-même toujours sur la première partie des Vincoli in genere de Giordano Bruno, son texte. Des liens. Les liens, des liens en général a été traduit en français, oui. des Vincoli in genere. Les liens en général, on dit. Je sais pas si vous l'avez lu évidemment, et la première partie, il dit c'est un texte de magie, il ne faut pas oublier ça. C'est pas un texte de philosophie. C'est un texte donc qui dit des magies, c'est dit des manipulations des masses. C'est un texte en fait moderne de ce point de vue. C'est l'anti-Machiavel, l'anti-Prince. La masse ne se manipule pas à partir de l'État, à partir du prince, et se manipule dès l'intérieur. Pas à partir du haut, voilà. Mais... On dirait un traité de montage cinématographique. Chi deve operare sulla realtà facendo uso dei vincoli, non? C'est ça, qui veut opérer, donc c'est la magie, opérer sur la réalité, ça veut dire sur les... En utilisant les liens. En utilisant les liens, devrait posséder toujours une théorie générale, une théorie universale delle cose. Per essere così in misura, no? Pour être en mesure et de dominer l'homme que de toutes les choses et, pour ainsi dire, la récapitulation. C'est un texte extrêmement moderne. Ça parle, on dirait, écrit par Sheldrake ou David Bohm. Donc c'est vraiment c'est la nouvelle physique, quelque part. Et ça parle du cinéma, c'est-à-dire c'est les montages, mais les montages doivent être toujours soumis à une théorie générale, universelle. Or, les rapports entre théorie et pratique sont au centre de toutes les questions artistiques contemporaines. Est-ce que la théorie fait du bon, est bon pour un artiste? Est-ce qu'il est bon pour un artiste d'avoir une théorie? Oui et non. Non quand la théorie se réduit à un concept, quand c'est un schéma fixe. Oui quand c'est des schémas mobiles, c'est-à-dire la théorie c'est peut-être ci, peut-être ça, peut-être ça. Quand ça bouge, finalement. Voilà, ça ne peut pas s'arrêter. Quand elle est dans le mouvement. Oui. Odette. Ce clocher, je lui ai toujours trouvé un air... Grand-mère. Distingué. Je suis sûre que c'est bien... Oh. Les vers du Rhin. C'est la stricte vérité. Sans mon épouse, se peindre des fleurs que tous les amateurs d'art citent comme le premier n'auraient jamais su peindre un jasmin. Maman. Papa. Oh. Ce n'est pas tout. Cotard. Que l'on remarque parfois dans la matière inanimée. Les observations séducteurs. C'est le médecin qui le fait. Monsieur et Madame Verdurin. Madame de Forcheville. Le prince Robert. Robert de Saint-Loup. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Le baron de Charlus. La duchesse de Guermantes. Oui, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Madame de Farcy. Oh, encore papa. La vicomtesse de Saint-Fiacre. Ah, Marquis Rachel. de Lemaire.
Gilberte. Et moi. Ce qui m'a guidée dans ma réflexion. Quelle honte! C'est joli quand même. J'ai une passion pour Chopin. Ah. Pas vous? Moi aussi. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire, il paraît qu'Odette est dans le coin. Je me trompe ou c'est Beethoven? Ah, hélas. Quel culot, elle débarque comme ça sans prévenir. Oh, elle a vieilli. Ou je rêve. Vous rêvez, ma chère. Elle est superbe. Raoul Ruiz, j'aurais aimé évoquer encore tellement de choses avec vous. Par exemple, cette adaptation de Proust, pour revenir au rapport entre littérature et cinéma, quand vous décidez d'adapter Le Temps retrouvé et vous vous attaquez à ce monument de la littérature, pas seulement française, mais enfin, est-ce que cette audace... elle est possible parce que justement vous n'êtes pas français, parce que est-ce que vous auriez pu de la même façon adapter, je sais pas, je pense à un chef-d'œuvre de la littérature hispanique, le Don Quichotte par exemple. Oui, c'est l'exemple que j'avais dit. Si je me demande d'adapter Don Quichotte, j'aurais pas pu. Proust, oui. Mais à vrai dire, je suis en train de travailler sur un aspect de Don Quichotte en ce moment. Et donc c'est plus vrai. Non, pour Proust, il faut dire, Proust, ce que je voyais en Proust, c'était les possibilités cinématographiques. Je n'ai même pas pensé qu'il avait un côté... le côté blasphématoire, le fait de mettre en image un texte sacré. Je pensais à l'économie de la chose, c'est-à-dire certains chapitres, certains moments, certains éléments de Proust, c'est plus facile à filmer qu'à décrire. Proust aurait eu une caméra et son livre serait beaucoup plus petit, plus court. Et je racontais ça à un ami, j'avais fait des notes et je parlais dans une petite taverne qui est du côté pas loin du fleuve, à Santiago du Chili, avec un ami cinéphile de l'époque du Ciné-Club. Il m'a dit, mais tiens, j'ai lu ça quelque part. Et puis j'ai recherché chez moi. Et puis le lendemain, il arrive avec le numéro 6 de la revue Cinéma, la revue Auréole, après Cahiers. Il me dit, là, il y a un certain, comment ça s'appelle, Le Bourgeois, Jacques Bourgeois, qui a écrit Proust et le cinéma. C'était en fait à propos de Citoyen Kane. C'était moins applicable à Citoyen Kane, mais il disait que Proust avait des concepts qui étaient liés au mouvement, à l'image en mouvement, au déplacement, à la fluidité, au passage des temps, à l'inéluctabilité du déplacement du temps, des côtés réversibles du temps. Enfin, beaucoup de problèmes qu'au cinéma sont faciles à résoudre et beaucoup moins en littérature. Alors ça m'a conforté. C'est grâce à un ami chilien qui est critique de cinéma et qui aurait décidé de rester dans la Provence et s'occuper des petites choses que j'ai pu faire ça. Raoul Ruiz, on va se quitter. Quand pourra-t-on voir votre dernier film, Klimt ? Je ne sais pas si c'est le titre d'ailleurs. Le film s'appelle Klimt et c'est pas très loin du Temps retrouvé. Il y a un côté aussi Paris impossible, mais là je me suis attaqué à quelqu'un qui je crois que je domine mieux que c'est Schnitzler. Klimt, c'est le personnage Klimt, je pourrais vous dire que c'est moi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui change de style tout le temps, qui n'a pas un style unique, qui n'a pas un projet général qui est entre tendance, entre avant-garde et académisme. Quelqu'un qui est, comment dire en France, qui a les culs entre deux chaises. Et donc ça, quelque part, ça me touche. Mais derrière lui, il y a Schnitzler. Arthur Schnitzler. Et quand on pourra voir ce film ? Je l'ignore, je suppose que l'année prochaine certainement, mais mars-avril par là. Et alors, une toute dernière question. Quand on aura enfin un coffret DVD des films de Raoul Ruiz, parce que je pense à l'hypothèse du tableau volé, et on finit par croire que c'est un film volé, tellement il est introuvable. Mais les films sont trouvables. Hein. Moi, cette rétrospective à Bobigny m'a permis d'apprendre que certains films que moi-même j'avais oubliés étaient là.
Et donc, il y a un seul film qui est perdu, plus ou moins perdu. Tous les restes sont trouvables. Merci beaucoup. Merci Raoul Ruiz.